Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité dans toute sa diversité, vue par les acteurs politiques, c'est dans Semaine Po. Au menu de ce numéro, des sujets à décortiquer. Après une période de trêve due à l'épidémie d'Ebola, la fièvre politique monte d'un cran en Guinée. Alors que l'opposition républicaine compte sous peu battre le pavé, la gendarmerie nationale vient de porter son gilet pare-balles contre tout fauteur de troubles à l'ordre public. À venir aussi dans Semaine politique, l'affaire dite de Womé, un invité sur ce plateau, M. Aboubakar Silla. Il est le porte-parole de l'opposition, président de l'UFC. M. Aboubakar Silla, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Semaine Po. Merci. Voilà, actualité oblige, on va commencer par l'affaire dite de Womé. Comme je le disais tantôt, c'était l'une des réclamations de l'opposition. Aujourd'hui, chose qui a été faite, les militaires ont quitté Womé, ils ont replié, selon nos informations, pour Gouéké. Dites-nous, quelle est votre première réaction? C'est une réaction positive, puisque on voit que les pressions qui ont été exercées sur le pouvoir ont porté fruit. Vous savez que d'un côté, vous avez l'opposition qui a réclamé la démilitarisation totale de Womé. D'autre part, vous savez que toutes les organisations de la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme se sont également prononcées dans le même sens. Et vous savez également qu'il y a un groupe de députés, d'hommes politiques et d'activistes des droits de l'homme qui ont observé pendant quelques jours une grève de la faim dans le but d'amener les autorités à respecter le sacro-saint principe. Oui, mais à votre avis, est-ce que c'est cette grève de la faim finalement qui a conduit donc le gouvernement à prendre cette décision, ou à votre avis, qu'est-ce qui a pesé justement pour la démilitarisation de la localité de Womé? Deux choses. D'abord, c'est la conjugaison des efforts de tout le monde, aussi bien la société civile que la classe politique, que aussi les habitants de Womé. Mais il faut dire également, c'est le fait que ce qui se passe à Womé, c'est totalement illégal, car vous le savez très bien que la responsabilité pénale, elle est individuelle, elle ne saurait être collective. Ce n'est donc pas normal que toute une localité composée de milliers de personnes puisse être sous le coup d'une sanction collective du fait des infractions graves commises par un certain groupe de personnes de cette collectivité. Donc nous étions dans nos droits en réclamant cette démilitarisation de Womé, et la forte pression qui a été exercée sur le pouvoir par tout ce que je viens d'énumérer, et aussi évidemment l'opinion internationale. Et il faut dire également que même au sein du gouvernement, il y avait des voix discordantes qui se faisaient entendre, comme celle du ministre en charge des droits de l'homme. Toute cette pression a amené le pouvoir à reculer. Cela veut dire que lorsqu'on a une forte volonté qui s'exprime contre certains abus d'autorité, et lorsque également on n'a pas peur, et lorsqu'on assume ses responsabilités, on peut faire reculer l'État, surtout lorsqu'on est dans son droit. Je crois que ceci est un exemple qui devrait inspirer les citoyens guinéens, et c'est une très bonne chose, et que Womé soit enfin démilitarisé. Nous ne passons pas sous silence la responsabilité grave qui incombe à ceux qui ont tué des membres d'une commission de sensibilisation qui venait pacifiquement aider à éloigner cette épidémie de cette localité de Womé. Nous pensons que ces personnes-là qui ont été identifiées doivent être traduites devant les tribunaux, elles doivent être jugées et sanctionnées sévèrement à la hauteur de la gravité des crimes qui ont été commis. Mais d'autre part, il ne faudrait pas faire supporter à des enfants, à des femmes, à des vieux, à des personnes totalement innocentes, la responsabilité des actes commis par d'autres personnes. Donc je pense qu'il faut bien faire la part des choses, et l'État a fait une forme d'amalgame en mélangeant tout ça, mais je crois que les pressions qu'il a subies l'amènent aujourd'hui à faire le distinguo entre la culpabilité des uns et l'innocence des autres. Alors, à présent, M. Aboubakar Silla, faisons le point sur récemment l'annonce de l'opposition. Au cours d'une réunion qu'elle a tenue récemment, elle a annoncé qu'elle va bientôt reprendre la rue. Donc aujourd'hui, l'opposition qui ne décolère pas, elle vient encore de porter son gilet pare-balles contre le pouvoir du président Alpha Condé. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la décision et quelles sont vos exigences? Écoutez, nous avons décidé unilatéralement depuis le mois de juillet, disons depuis à peu près 4 mois, de mettre en place une trêve, d'observer une trêve unilatérale en ce qui concerne toutes les manifestations publiques. Simplement parce que nous avons voulu donner les meilleures chances
de meilleures chances pour que cette maladie grave, l'épidémie Ebola, ne se répande pas par le biais de ces manifestations, qui amènent souvent à des contacts entre les participants. Donc nous avons décidé de suspendre, et pour cette raison, donc, nous avons accepté de payer un coût politique important, puisque nous savons que ce régime, il ne connaît que le rapport de force. C'est seulement lorsqu'il est contraint et forcé qu'il accepte d'appliquer la loi et la Constitution. Or, nos manifestations constituent, à nos yeux, une arme fatale, c'est-à-dire que c'est un moyen privilégié pour nous d'amener les autorités à respecter leurs engagements, à respecter les lois. Oui, mais est-ce que vous pensez nous avons que c'est la renoncé solution volontairement à cette arme-là? Vous pensez Pourquoi? que c'est la solution idoine aujourd'hui pour faire plier le pouvoir? Oui, nous avons renoncé à tout cela parce qu'on s'est dit que le pouvoir allait être aussi responsable, allait également aussi suspendre les manifestations et n'allait pas mettre à profit cette trêve de notre part pour essayer de nous mettre dans des situations de fait accompli concernant le processus électoral, la gouvernance politique, économique et sociale du pays. Donc nous avons fait le constat que les manifestations continuent de plus belle. Le président prend des bains de foule à tout va. Les organisations de la société civile et même le parti au pouvoir qui sont du côté des autorités de ce pays ne se gênent pas d'organiser des grands regroupements. Donc nous voyons tous les jours qu'on occupe un terrain que l'opposition semble avoir volontairement déserté. Oui, mais, et nous sommes rendus compte tout simplement... Est-ce que vous ne vous trompez pas quelque part? Parce que souvent, les sorties du procès Alpha Condé à l'intérieur du pays, c'est dans le cadre justement de la sensibilisation contre le virus Ebola. Vous pensez que c'est une sortie électoraliste, une sortie politique? Je crois que c'est incontestable. Le président de la République n'est pas parti, ce n'est pas dans sa vocation d'aller faire de la sensibilisation. Il y a un gouvernement pour ça, il y a un comité de riposte, il y a un ministère de la Santé, il y a des ONG, il y a des regroupements de Guinéens qui se sont donné cette vocation d'aller sensibiliser les populations autour des mesures d'hygiène et de prévention adoptées pour éviter cette maladie. Le président de la République est en campagne électorale avant la lettre. Vous le savez très bien, il va prendre des bains de foule. Il tient des discours qui sont très très éloignés des préoccupations liées à Ebola. Des discours où il galvanise les foules en faveur de son régime et où il attaque systématiquement d'ailleurs l'opposition, et notamment les anciens premiers ministres et les ministres qui ont eu à gouverner dans le passé dans ce pays-là. Ce qui veut dire tout simplement que nous avons été très responsables en suspendant nos manifestations, et puis de l'autre côté, on occupe le terrain. Mais là n'est pas seulement la question. La question, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'on a mis à profit cette accalmie que nous avons décidé volontairement et unilatéralement, nous de l'opposition, mais pour foncer vers d'autres domaines qui sont de nature demain à nous mettre dans des situations de fait accompli que l'opposition va rejeter, avec donc un risque potentiel de violence. Premièrement, nous avons donc exigé, au terme de cette réunion, premièrement, que le relevé de conclusions qui a résulté du dialogue qui s'est tenu entre l'opposition et le pouvoir, avec la participation des facilitateurs, avec la participation de la CENI, que ce relevé de conclusions soit enfin signé. 4 mois après les négociations, ce relevé de conclusions n'est pas signé, alors qu'un consensus total a été obtenu entre toutes les parties. Donc le président de la République, puisque c'est lui qui a pris la décision de mettre dans les tiroirs ce relevé de conclusions pour qu'il subisse le même sort qu'il avait fait subir à l'accord qui était intervenu au mois de janvier 2012 sous l'égide de la société civile à l'époque, Monseigneur Gomez. Donc il fait subir le même sort à ce premier document. Il a rangé dans les tiroirs donc ce relevé de conclusions. Il ne veut pas qu'il soit signé. Oui, est-ce que le président de la République était partie prenante donc dans ce dialogue? Il n'était pas partie prenante dans le dialogue, mais il a désigné 6 membres de son gouvernement qui ont participé à ce dialogue. Il y a eu le parti au pouvoir, le RPG, et même les partis alliés au RPG qui étaient là, représentés au plus haut niveau. Il y avait la CENI, il y avait donc l'opposition, et aussi d'autres personnalités de certains cabinets ministériels qui étaient là. Donc le président de la République a désavoué tout ce beau monde qui était censé parler en son nom, et tout simplement parce qu'il ne veut pas qu'on mette en place un cadre de concertation ou de dialogue qui aurait servi à assurer la transparence au processus électoral, notamment le comité de suivi et le comité de veille qui auraient été automatiquement mis en place si le relevé de conclusion avait été signé. Ce comité de suivi et ce comité de veille, c'est des structures paritaires dans lesquelles l'opposition et la mouvance présidentielle sont représentées et qui allaient être au plus près de la gestion du processus électoral pour nous rendre régulièrement, quotidiennement compte de l'évolution de ce processus afin de nous en assurer de la transparence. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle nous avons décidé de reprendre nos manifestations. La deuxième raison, c'est que les élections communales, normalement qui sont censées mettre un terme
au mandat illégal et illégitime de délégations spéciales de tous ces chefs de quartier nommés, de tous ces présidents de CFD nommés, de tous ces délégués communaux qui sont nommés, mais ces élections communales sont renvoyées au calendrier grec. On n'en parle plus. Or, il était décidé, au terme du dialogue qui avait eu lieu l'année dernière, en juillet 2013, il avait été décidé que ces élections devaient se tenir au plus tard, à la fin du premier trimestre de cette année. Donc, on n'en parle plus, il n'y a aucun calendrier électoral qui est convenu, donc nous avons dit qu'il faut que cela cesse. Oui, nous n'allons pas M. Boubacar Sylla, le président de la République, récemment au cours d'une conférence de presse, il a été clair, il dit que sa priorité, ce ne sont pas les élections, c'est la lutte contre Ebola. Alors, à votre avis, votre réclamation tombe à pic, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans le désert? Le président ne peut pas dire qu'il ne fera qu'Ebola. Il dit que sa priorité, c'est Ebola. Il s'intéresse à cette maladie, qui est effectivement une maladie extrêmement grave, qui pose même un problème existentiel pour la société guinéenne. Donc il s'agit d'une maladie contre laquelle il faut réunir tous les moyens, toutes les forces, toutes les intelligences et toutes les énergies pour qu'elle soit définitivement éradiquée. Nous sommes d'accord. Mais le fait de s'atteler à la lutte contre cette maladie ne veut pas dire qu'on ne fait rien d'autre. Et voilà, en dehors de voilà, il y a une vie. Les Guinéens doivent continuer à vivre, l'économie doit continuer à tourner, et le processus politique doit se perpétuer en dépit de cette maladie. Donc nous avons dit tout simplement que nous voulons qu'il y ait un calendrier électoral consensuel qui nous permette de nous situer sur la date à laquelle ces élections communales doivent se dérouler. Parce qu'il n'est pas question que l'opposition aille à l'élection présidentielle avec des délégations spéciales nommées, avec des chefs de quartier, des présidents de CFD, bref, avec toute l'administration territoriale et décentralisée, désignée par le pouvoir, donc composée d'activistes du RPG ou de fonctionnaires aux ordres. Nous connaissons le rôle que ces responsables jouent au niveau du processus électoral, notamment dans la mobilisation ou l'intimidation des électeurs, dans le bourrage des urnes, dans leur transport et leur détournement entre les lieux de vote et les lieux où on fait les décomptes. Bref, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait des élus, parce que ceci aussi est conforme à la loi. La Constitution donne des mandats. Le Code électoral donne des pouvoirs, des prérogatives qui sont liés à des mandats octroyés par la population. On est aujourd'hui dans une situation totalement illégale. On n'est pas dans une république. On a des personnes qui exercent des fonctions d'élus alors qu'elles ne sont pas du tout élues. Et les délégations spéciales, comme vous le savez, ont une durée de vie limitée à 6 mois. Aujourd'hui, vous avez des délégations spéciales qui sont là depuis 3 ans. Donc on est totalement hors constitution et hors loi. Donc il faut que cette situation cesse. La troisième chose sur laquelle nous avons insisté, c'est que nous avons dit qu'il faut qu'on mette en place enfin les institutions constitutionnelles dans ce pays. Nous avons une constitution qui a été adoptée depuis le mois de mai 2010. Cette constitution prévoit, outre l'Assemblée nationale, mais aussi d'autres institutions, comme la Haute Cour de justice, la Haute Autorité de la communication, la Haute Autorité des collectivités locales, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, l'Institution indépendante des droits humains. Toutes ces institutions n'existent pas encore, alors que les conditions de leur mise en place sont déjà réunies, puisqu'il y a une assemblée qui est là. Donc nous avons dit... Oui, mais est-ce qu'à ce niveau, ce ne sont pas les élus du peuple qui sont vraiment responsables de la non-mise en place de ces institutions? Non, mais pas du tout. C'est un raccourci que l'on prend souvent. Mais qu'est-ce qu'ils font justement, pour la mise en place de ces institutions? Qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est de voter les lois. Nous avons trouvé que la plupart des lois organiques relatives à la mise en place de ces institutions, ces lois organiques sont déjà adoptées par le CNT et transmises au président de la République pour promulgation. Et ces lois sont dans les tiroirs de la présidence, comme le fameux relevé des conclusions dont je parlais tantôt. Ces lois ne sont pas signées par le président de la République, ne sont pas promulguées par lui pour leur permettre d'être effectivement des lois mises en application. Donc on est dans cette situation où on a des lois qui sont à la présidence, qui ne sont pas promulguées, et puisqu'elles ne sont pas promulguées après être passées par la Cour suprême, ces lois ne sont pas applicables. Donc on est dans une situation de transition politique jusqu'à présent. Alors, on n'a pas fini encore notre transition parce qu'on n'a qu'un exécutif et une assemblée nationale. Toutes les autres institutions prévues dans notre constitution n'existent pas dans ce pays. Et même le Conseil national de la communication, qui parlait tantôt, n'a pas sa légalité encore assumée, puisque c'est un Conseil national de la communication qui n'existe pas dans notre constitution actuelle. Il y a une haute autorité de la communication, normalement qui est composée des professionnels de la communication, et dont le président est élu par ses pairs et non nommé par décret. Donc un président qui a une relative autonomie et qui a une indépendance donc, de jugement et de décision par rapport à l'exécutif, tout ceci n'existe pas aujourd'hui. Donc on est encore dans une situation de transition et l'opposition dit qu'il faut mettre un terme à cela. Nous avons également demandé... Revenons un peu sur le calendrier électoral. Ouais. Alors aujourd'hui, ce calendrier, pour l'heure, le calendrier n'est pas encore
connu, il y a une lutte qui est engagée donc, contre le virus Ebola. À votre avis, est-ce que le calendrier ne va pas être perturbé avec cette lutte? Et si aujourd'hui on vous demandait un couplage d'élections locales à la présidentielle de 2015, quelle serait votre réaction, M. Sylla? Ma réponse serait doublement négative. Je pense qu'on ne peut pas coupler ces deux élections pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que nous insistons pour que ces élections communales se tiennent, pour qu'on n'aille pas à l'élection présidentielle, mais avec des maires nommés, avec des présidentiels nommés, qui vont être des auxiliaires du parti au pouvoir et qui vont lui permettre d'organiser plus facilement sa fraude. La deuxième raison, c'est que nous serons dans une situation kafkaïenne. Nous avons une CENI qui a du mal à organiser une élection simple. Imaginez-vous maintenant une élection couplée, c'est-à-dire une élection locale avec une élection nationale. Donc il y aura un cafouillage tel que je suis sûr qu'on ne pourra même pas obtenir des résultats fiables et présentables au sortir de cette élection. Alors, à votre avis... Ce n'est pas fini. Vous êtes dans un pays aussi où les pratiques de vote ne sont pas encore totalement maîtrisées. À chaque élection, on a parfois 500 000 bulletins nuls. On a généralement aux alentours de 500 000 bulletins nuls. Généralement, je peux dire que les bulletins nuls constituent généralement le deuxième ou troisième personnalité ou personne, je peux dire, oui. Si on peut le dire ainsi, est élu par les Guinéens. Tellement il y a de bulletins nuls parce que les Guinéens ne sont pas encore familiers avec les processus de vote. Alors, imaginez-vous qu'on aille coupler deux élections et qu'on demande aux Guinéens d'aller faire des choix le même jour dans les mêmes bureaux de vote concernant des élections qui sont totalement différentes. Donc ceci serait complètement compliqué. Donc nous avons dit qu'il faut que les élections communales soient organisées. Mais quel est le problème de ce pays? Le problème de ce pays, c'est que nous avons en face de nous un pouvoir qui a horreur du dialogue. C'est un pouvoir qui n'aime pas la concertation, c'est un pouvoir qui n'aime pas l'écoute, qui n'aime que la fuite en avant, qui n'aime que le rapport de force. Sinon, l'opposition, le pouvoir et toute la société civile et l'organe de gestion des élections auraient pu se retrouver et discuter des conditions actuelles et voir dans quelle mesure des élections locales peuvent être organisées. Et quel serait le timing idéal? Quels seraient les préalables qu'il faut réunir? On pouvait en discuter, nous mettre d'accord sur un calendrier électoral consensuel. Mais est-ce que ce pouvoir fait ce qu'il veut? Il pense qu'il est le seul dépositaire de la légalité, alors que c'est exactement le contraire. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où est-ce que l'opposition aussi ne fait pas trop de réclamations, M. Sylla? Je vous pose la question. Les réclamations que nous mettons sur la table, elles sont toutes adossées sur la Constitution et sur la loi. Nous ne sommes pas une opposition capricieuse, on n'est pas une opposition qui a un agenda caché et qui veut pousser le pouvoir à la faute pour créer des troubles. Nous demandons à ce que la loi, la Constitution, la réglementation du pays soient respectées, y compris par le pouvoir. C'est tout ce que nous exigeons. Lorsque nous demandons à ce qu'il y ait des élections communales, c'est normal parce que les mandats des élus actuels ou alors les délégations spéciales sont arrivés au terme de leur durée de vie légale. Ça c'est un. Deuxièmement, lorsque nous demandons à ce que il y ait plus de transparence dans la gestion des processus électoraux par la CENI, c'est aussi normal. On a créé une CENI pour ça, pour qu'il y ait plus de transparence. Mais si au contraire la CENI s'inféode carrément au pouvoir et se comporte exactement comme une administration publique centralisée, à ce moment la CENI n'a plus sa raison d'être. Qu'est-ce que nous demandons? Qu'on mette en place des institutions républicaines qui sont prévues par notre Constitution et qui font partie de tout l'arsenal, de toute l'architecture nécessaire pour qu'on construise une vraie démocratie dans notre pays. Tout ceci aussi relève de nos lois. Lorsque nous demandons également à ceux qu'on cesse de persécuter les leaders politiques, à ceux qu'on cesse de les harceler, et ceux qu'on cesse de tuer certains activistes de certains partis de l'opposition, comme le cas du président de la section Mouta, ça aussi, nous sommes du domaine de la loi. Oui, mais est-ce que là, c'est établi que c'est le pouvoir qui a tué donc le président de la section Mouta de Nous ne l'affirmons pas, oui. Mais nous avons des sérieux doutes là-dessus, et c'était au pouvoir de clarifier par des enquêtes sérieuses, par l'ouverture d'une information judiciaire qui aurait des chances d'arriver à Je crois que le ministre de la Justice avait, à l'époque, communiqué dessus. Il avait dit qu'il y a une action qui a été enclenchée, donc il y a même des personnes qui ont été entendues. Vous ne faites pas confiance à la justice, M. Sylla? Nous sommes instruits par l'expérience. La jurisprudence dans ce pays, c'est que chaque fois qu'on ouvre une information judiciaire ou qu'on crée une commission, mais c'est pour définitivement enterrer le problème dont il est question. Et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire aboutie ici.
même lorsque les coupables sont plus ou moins connus, en tout cas identifiables, aucun effort n'est fourni dans ce sens-là parce qu'il n'y a pas de volonté politique réelle de mettre fin à l'impunité qui existe dans ce pays, tant que les crimes qui sont commis sont en faveur du pouvoir. C'est ça le drame. Lorsque nous demandons aussi à ceux qu'on démilitarise Womé, là aussi on est du domaine de la loi. Donc nous ne demandons absolument rien à ce pouvoir qui ne soit pas établi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ce pays. C'est le pouvoir qui est complètement hors la loi, qui veut coûte que coûte se perpétuer au sommet de l'État, même contre la vie des Guinéens. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où un régime autocratique, pour ne pas dire un régime despotique, est en train progressivement de se mettre en place en prenant en main tous les pouvoirs existants dans ce pays, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire, donc en faisant en sorte que l'indépendance des pouvoirs, que la séparation des pouvoirs, qui est le fondement de tout régime démocratique, ne soit qu'un leurre, qu'un alibi dans ce pays-là, pour instaurer définitivement un régime autocratique qui va progressivement être un régime liberticide, qu'il est déjà, mais qui va l'être encore davantage, et qui va progressivement nous enfermer dans une situation dont on ne pourra sortir que par la violence. Et c'est ce que nous voulons justement éviter. Alors, revenons à présent sur les actions entreprises par la CENI. Dans un communiqué récemment, vous avez tiré à boulet rouge sur la CENI. Selon vous, que cette institution en charge de l'organisation des élections est en train d'entreprendre de façon illégale des activités pendant la période des trêves. À votre avis, quelles sont ces activités, monsieur le porte-parole de l'opposition? Écoutez, les questions les plus importantes qui sont liées à ce processus électoral sont en train d'être réglées, d'être traitées, de trouver des solutions dont la rationalité n'est pas du tout évidente pendant cette période de trêve de manifestation de l'opposition guinéenne. Premièrement, les corrections des anomalies qui avaient été constatées lors des élections législatives, les anomalies qui affectent le fichier électoral et la cartographie des bureaux de vote. Cette correction a déjà fait l'objet a déjà réalisé. Je crois qu'on la CENI a choisi le consultant après avoir fait un appel à candidature, l'a retenu et il l'a mis au travail. Oui, la correction de ces anomalies, est-ce que l'opposition n'a pas été impliquée justement dans ce travail? Est-ce que vous avez été associé à ce travail qui a été abattu par la CENI? Justement, pas du tout. Et la deuxième activité qui a été menée par la CENI et qui a un rapport direct avec la crédibilité des élections à venir, c'est le choix de l'opérateur technique pour la mise à jour de la liste électorale. Vous le savez que le problème de Wema Sabari a été au cœur des contentieux qu'on a connus en 2012-2013, avec les violences qui s'en sont suivies, avec une 60aine de morts. Et aujourd'hui, on est encore en train de choisir un autre opérateur technique, peut-être le même sous un déguisement approprié. On est en train de revenir encore à la case départ, en choisissant de façon opaque encore un opérateur qui peut être contesté demain et qui peut nous amener encore vers les mêmes causes produisant les mêmes effets dans la même situation de contestation, donc de violence, avec à la clé de nouveau, malheureusement, probablement des morts et des blessés et des dégâts matériels significatifs. Or, tout ce que nous demandons, c'est d'avoir un regard sur ce qui se passe au niveau de la CENI. Nous avons écrit, moi j'ai fait un courrier à la demande de mes pairs que j'ai adressé au ministre de la Justice en sa qualité de président du cadre de dialogue de juillet 2014. Je lui ai demandé tout simplement qu'on ait deux observateurs, simplement deux observateurs, au même titre que la mouvance présidentielle, dans le comité de dépouillement, dans la commission de dépouillement des offres pour le choix de l'opérateur technique. On n'a pas eu de réponse. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Donc on va choisir un opérateur technique qui va peut-être être contesté pour cause de partialité et de connivence avec le pouvoir, et encore on va contester la révision de la liste électorale que cet opérateur va vouloir effectuer. Donc on sera encore dans une situation conflictuelle en permanence, alors qu'un minimum de transparence aurait permis d'éviter cela. Quand on a des choses à cacher, ça veut dire qu'on est en train de faire de mauvaises choses, sinon on ne les cache pas. On les montre à tout le monde. Mais que font les commissaires ici de l'opposition à la CENI? Parce qu'on vous a vu aussi dans ce même communiqué réclamer donc la recomposition paritaire de la CENI. Vous savez, il y a une confusion qui est entretenue volontairement par certaines personnes autour de cette participation des délégués de l'opposition à la CENI. Encore une fois, l'opposition n'a pas de représentant à la CENI. Ah bon? Nous avons pas de représentants à la CENI. Nous avons des commissaires qu'on a désignés, qui une fois qu'ils sont arrivés à la CENI, ont prêté serment, ont coupé le lien avec les partis politiques que nous sommes. Ceux qui sont à la CENI et qui ont été désignés par l'opposition n'ont pas pour vocation
de s'y battre en faveur de l'opposition, de prendre les informations au jour le jour, de les communiquer. Leur vocation, c'est de veiller à ce que la CENI se mette dans une logique de transparence et d'impartialité. Ils ont prêté serment pour que toutes les actions au sein de la CENI s'inscrivent dans ce schéma de transparence et d'impartialité de la CENI. C'est la CENI qui doit prendre contact avec les partis politiques, comme partout dans le monde. Que ce soit une CENI, que ce soit une que deviendra, voilà, à votre avis, que deviendra l'indépendance de la CENI si elle doit travailler donc de concert avec les partis politiques? Écoutez, d'abord, quand la CENI travaille de façon transparente, lorsqu'elle est en contact régulier, permanent même, je dirais, avec les acteurs majeurs des processus électoraux, que sont les partis politiques, elle se crédibilise davantage. Elle inscrit son action dans la neutralité, dans l'impartialité et dans le professionnalisme qu'on exige d'elle. Et de cette façon, elle va couper court, déjà par anticipation, aux contestations ultérieures qui peuvent résulter de la publication des résultats des différents scrutins qu'elle organise. Et si nous nous demandons aujourd'hui la recomposition de la CENI, c'est pour deux raisons essentielles. Première raison, c'est que lors des élections législatives, la CENI a fait, je crois, état d'une inefficacité notoire dans l'organisation des scrutins transparents. Les problèmes qui ont eu lieu autour de cette élection, les anomalies qui ont été constatées sur le fichier et sur la cartographie des bureaux de vote, avec des électeurs qui se sont retrouvés à 40 km de leur bureau de vote, tout ceci, toute cette anarchie qui s'est retrouvée au niveau du dépouillement et de la publication des résultats provisoires. Pour certaines circonscriptions, la publication des résultats provisoires a pris un temps extraordinaire, comme par exemple la commune de Matoto, qu'on ne peut pas reprocher d'être trop éloigné de Conakry, de la capitale, au point d'être obligé de prendre des bateaux pour traverser des cours d'eau pour aller récupérer les PV. Donc, ce qui veut dire que la CENI a fait preuve d'une inefficacité évidente. Oui, mais est-ce que c'est... Deuxième raison qui est la plus importante, oui, même qui est aussi importante tout au moins, c'est le fait que la composition actuelle de la CENI la rend totalement illégale. La CENI est fondée, en dehors de la Constitution et du Code électoral, sur la loi 016 portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI. Cette loi dispose clairement que la composition de la CENI doit être paritaire, c'est-à-dire que la CENI doit avoir comme membres 10 représentants de l'opposition, 10 de la mouvance, entre autres. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, du fait de la recomposition politique intervenue au lendemain des élections législatives, aujourd'hui, il n'y a que 3 commissaires qui se réclament de l'opposition au niveau de la CENI. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CENI est totalement illégale de par sa composition. Notre loi est telle que chaque fois qu'il y a normalement une élection majeure dans notre pays, et que donc forcément qu'il y a des recompositions. Il y a des partis qui quittent la mouvance pour aller dans l'opposition et vice-versa. Donc cela veut dire qu'après chaque élection majeure, lorsque cet équilibre, cette parité n'est plus observée, en ce moment, il faut revoir la CENI dans sa composition. La CENI reste en tant qu'institution, elle reste la même institution, mais la composition, c'est-à-dire les membres, doivent être revus pour qu'elle continue à rester dans la légalité, c'est-à-dire conforme à la loi 016 qui la fonde. Ou alors, on modifie la loi pour avoir des CENI dont la composition est plus pérenne, mais à l'état actuel de la législation, au jour d'aujourd'hui, la CENI est illégale dans sa composition. Il faut donc la reformer pour l'adapter à la loi, et non l'inverse. Ce n'est pas la loi qui doit s'adapter à la CENI, mais c'est la CENI qui doit s'adapter à la loi. Donc nous avons estimé pour toutes ces raisons qu'il faut revoir complètement la CENI pour qu'elle soit plus efficace d'un, et d'autre part, pour qu'elle reflète plus la parité qui est exigée dans sa composition par la loi qui la fonde. Et tout ceci va nous permettre d'aller à des élections présidentielles apaisées, avec des résultats qui peuvent ne pas être contestés et qui vont nous permettre de continuer notre processus électoral dans la paix et dans la sérénité. Mais si on ne le faisait pas, nous allons à des élections majeures en 2015. C'est une question d'alternance politique. Les enjeux sont extrêmement importants. Si nous avons une CENI qui n'a pas de consensus, si nous avons un processus électoral qui n'est pas crédibilisé, si nous avons une administration territoriale et une administration décentralisée qui n'est pas légitimée par des élections, nous ouvrons la porte à toutes les contestations imaginables, avec évidemment à terme les violences post-électorales qui ont été à la base des troubles, du chaos, parfois même de guerre civile dans les pays qui nous entourent. Alors, M. Abouak, revenons un peu à présent sur les manifestations des rues que vous avez récemment annoncées, et au même moment, il y a la gendarmerie nationale qui a tapé du poing sur la table. Selon elle, qu'elle détiendrait des informations qu'il y aurait en tout cas des acteurs politiques qui se livreraient donc à une manipulation en remettant de l'argent aux militants pour saper la paix et l'unité nationale. Qu'en est-il? Est-ce que
c'est une information réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'opposition qui se livre à cette pratique? Écoutez, je vous donnerai 3 réponses à cette question que vous venez de me poser. La première, c'est que malheureusement, la Guinée a baigné trop longtemps dans cette culture du complot permanent. Toutes les actions des hommes politiques sont situées dans ce cadre-là, sont mesurées à l'aune de la subversion. Oui, mais la gendarmerie dit qu'elle a des preuves. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que ce n'est même pas à la gendarmerie de faire de telles mises en garde. La gendarmerie, dans ce rôle-là, est dans sa fonction d'officier de police judiciaire. Donc, c'est le procureur de la République qui initie les poursuites. Et lorsqu'il y a des délits ou des infractions, c'est le procureur de la République qui commet par réquisition les forces, les gendarmeries ou la police, à faire les investigations nécessaires afin de faire aboutir tout ça par des procédures judiciaires qui vont aller donc jusqu'à un procès en bonne et due forme. Donc la gendarmerie est dans un rôle d'intimidation qui est, si vous voulez, un rôle totalement dépassé aujourd'hui, totalement anachronique, en lançant ses menaces à la télévision. C'est le procureur de la République qui met en garde, au vu des informations dont il dispose, pour dire qu'il peut ouvrir des informations judiciaires, qu'il peut poursuivre telle ou telle personne, parce que tout simplement, cette personne sera en conflit avec la loi, en continuant sur cette lancée. Je crois que c'est tout. Bon, troisièmement, nous, on ne peut pas nous intimider. On est tous des leaders politiques qui ont occupé des hautes fonctions dans ce pays, qui sont, pour certains d'entre nous, je dirais même des hommes d'État. Je crois qu'on ne peut pas nous intimider par des communiqués de ce type. Et je crois que tout ça, c'est des déclarations, c'est des schémas totalement anachroniques, totalement dépassés. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, dans un village planétaire où les citoyens connaissent leurs droits, où les leaders politiques savent ce qu'ils doivent faire. Et puis, de toute façon, notre opposition a fait la preuve 1001 fois qu'elle est une opposition légaliste, respectueuse du droit. Chaque fois que nous faisons des manifestations, nous respectons les procédures administratives qui sont requises. Oui, mais est-ce que quelquefois vous ne remettez pas de l'argent aux militants? Je vais aller même plus loin. Le parti politique qui a pour tradition d'acheter, de donner des primes à des militants pour les mobiliser, d'amener des bus pour les y faire monter et les transporter vers les lieux de réunion, nous connaissons ces partis politiques, ce n'est pas l'opposition. Nous avons des militants, des sympathisants et des citoyens guinéens qui sont sensibles à notre argumentaire, qui sont sensibles à notre vision pour le développement de ce pays-là, et qui répondent spontanément à nos appels à manifester sans qu'on ait besoin d'aller les acheter. Comment l'opposition peut avoir les moyens d'acheter les centaines de milliers, voire les millions de personnes que nous mobilisons à l'occasion de toutes nos manifestations sur les places et sur les voies publiques? Ce n'est pas possible. Tout ça, c'est une tentative d'intimidation qui est extrêmement maladroite, qui ne rend pas service à ce régime, qui apparaît de plus en plus aujourd'hui comme un régime policier, un régime qui cherche à brider les droits des citoyens à exercer leurs droits constitutionnels. Et tout ceci, ce n'est pas de bonne guerre, c'est de bonne guerre pour le parti au pouvoir, mais ce n'est pas une bonne chose pour la Guinée. Et de toute façon, ça n'aura absolument aucun impact sur notre façon de faire la politique dans notre pays. Alors, à présent, est-ce que des dispositions à votre niveau ont été prises? Parce que souvent, quand l'opposition organise des marches ou des manifestations des rues, on assiste à des cas de débordement. Est-ce qu'à votre niveau, des dispositions sont prises? Et vous savez que nous sommes dans une période critique avec l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que des dispositions aussi seront prises pour éviter qu'il y ait des risques de contamination justement pendant cette marche? Évidemment, nous allons prendre des dispositions parce que nous sommes conscients que nous sommes dans une période d'urgence sanitaire, donc il faut faire très attention. Et nous avons décidé de commencer par simplement les meetings. Et dans un premier temps, on tiendra un meeting. Vous savez qu'au mois d'août, on avait ajourné, signé un meeting qu'on avait prévu sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Ben, nous allons relancer d'abord ce meeting-là, en prenant des précautions, en dispensant des consignes et des conseils de prévention et d'hygiène pour ce rassemblement, et en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup de kits autour et à l'intérieur de ce meeting-là, de manière à ce qu'on minimise autant que possible les risques de contagion. Et de toute façon, nous nous rendons compte que quand les précautions sont prises, ben, ce type de rassemblement ne peut pas donner lieu à une propagation de la maladie. Et sinon, qu'en serait-il aujourd'hui des marchés, des églises, des mosquées et même des rassemblements organisés par le RPG et les bains de foule du président de la République? Nous sommes sûrs que nous allons prendre assez de dispositions pour faire en sorte que ces rencontres se déroulent sans qu'elles ne se traduisent par des risques aggravés de contagion, parce que nous savons parfaitement que c'est une maladie, cette fièvre Ebola, qui se transmet par les contacts corporels. Nous allons informer les uns et les autres de manière à ce que ce meeting-là se déroule dans les conditions sanitaires les meilleures.
Ceci dit, nous sommes conscients plus que beaucoup d'autres de la gravité de cette maladie. Parce que nous avons décidé depuis très longtemps de suspendre non seulement les manifestations, mais même nos assemblées. Et nous avons payé un prix très fort pour cela. Encore une fois, le fait d'avoir annoncé officiellement qu'on suspendait nos manifestations, ça a rassuré le pouvoir, qui a occupé le terrain que nous avons laissé vacant, et qui est en train aujourd'hui de se comporter comme s'il n'y avait plus d'opposition en République de Guinée, comme si on était dans une démocratie populaire du temps des pays de l'Est, c'est-à-dire du temps du parti unique, et qui va effectivement nous amener dans une situation qui va être très très rapidement une forme d'impasse, parce que l'opposition va se lever, elle n'acceptera pas ce qui est en train de se préparer, et malheureusement notre pays risque d'en payer les frais, parce que nous avons un gouvernement qui n'accepte pas le dialogue, parce qu'avec le dialogue, avec le tour de table, oui, mais tous ces problèmes-là peuvent trouver une solution convenable. Si le pouvoir vous appelait aujourd'hui à dialoguer et sur soi à la manifestation, est-ce que l'opposition est prête à venir à la table de négociation? Nous ne sommes pas prêts à dialoguer pour dialoguer. Nous ne sommes pas prêts à nous enfermer dans une logique de dialogue perpétuel sans fin. Nous avons déjà tenu un dialogue au mois de juillet dernier au Palais du Peuple. Ce dialogue nous a permis d'arriver à un consensus avec le gouvernement, avec le parti au pouvoir. Nous entendons à ce que le relevé de conclusion aussi du dialogue soit signé, que les dispositions prévues dans ce relevé de conclusion soient appliquées, avant de passer à une autre phase de dialogue. On ne peut pas perpétuellement faire du dialogue sans appliquer les conclusions qui sont issues de ce dialogue-là. Le dialogue en ce moment serait un faire-valoir, ce que nous ne sommes pas prêts à tolérer. M. Boubacar Sylla, aujourd'hui, à quelques mois des élections locales et de la présidentielle de 2015, comment se porte aujourd'hui l'opposition? Parce qu'on a vu récemment l'un des leaders donc, de cette coalition politique qui a été nommé par le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition est dans une mauvaise posture? Non, écoutez, c'est vrai que cette période de crainte que nous avons déclarée à raison de la fièvre épidémique Ebola a un peu distendu les contacts et les rapports avec les leaders de l'opposition. Ceci a été certainement un frein à la manifestation de la vigueur de l'opposition guinéenne. Il y a eu aussi ce retrait momentané de l'opposition extra-parlementaire des activités de l'opposition républicaine. Il y a aussi cette fissure qu'on a constatée au sein de l'opposition extra-parlementaire elle-même. Mais tout ceci, c'est aujourd'hui de lointains souvenirs. Devant la gravité de la situation, devant les risques que font peser sur notre pays, sur la paix, sur la cohésion sociale, les interventions intempestives de l'exécutif dans le processus électoral et dans le fonctionnement de nos différentes institutions, l'opposition se retrouvait dans toute sa cohésion. Et la réunion que nous avons tenue le 7 novembre dernier avait justement pour but de réaffirmer cette unité d'action de l'opposition. Je crois que nous avons réussi à le faire. Vous avez parlé de la nomination du leader politique du GPT à un poste de responsabilité. M. Kasseri Fofana n'était plus présent à nos réunions depuis les élections législatives dernières. Et de fait, il n'était plus membre de l'opposition puisque son parti ne participait plus à nos rencontres et ne prenait plus les décisions avec nous. Donc en fait, c'est une situation, si vous voulez, de fait qui a été entérinée dans le cadre de cette nomination, et ceci ne perturbe pas du tout notre opposition, qui est toujours là, aussi forte, aussi consciente de ses responsabilités, aussi soucieuse de l'avenir démocratique de notre pays, et aussi, évidemment, de l'avenir de la paix, et de la cohésion sociale, et du respect des droits de l'homme, dans un pays qui n'a que trop souffert de cette situation de mauvaise gouvernance, et qui a besoin aujourd'hui, franchement, de renouer avec une gouvernance irréprochable, une gouvernance plus à même de chasser la pauvreté, de chasser les inégalités sociales et de nous mettre sur la voie du développement, évidemment, dans le cadre de... M. Boubacar Sylla, nous arrivons au terme de l'émission. Quel est votre mot de la fin? Quel appel lancez-vous à l'endroit des Guinéens, justement, pour la préservation de la paix? Un appel concernant d'abord Ebola, parce que, quoi qu'on dise, oui. Pour l'opposition aussi, Ebola est une priorité. Et c'est une maladie. Même si sur le terrain, elle ne fait rien, de l'avis de certains. Non, mais je crois qu'il faut faire la part des choses. Nous sommes dans une république. Et chaque institution a son rôle. C'est le gouvernement qui a les moyens. C'est lui que l'Assemblée, c'est pour lui que l'Assemblée vote les lois, pour mettre à la disposition les moyens nécessaires, pour mettre en œuvre sa politique économique, sanitaire, sécuritaire, judiciaire, ainsi de suite.
c'est d'abord au premier chef à l'État qui a les moyens, qui a les institutions, qui a les ministères, qui a les services de prévention, les services d'hygiène. C'est à lui d'abord, et c'est lui, le président qui est élu pour cela, c'est à lui d'abord de préserver la santé de la population. Nous, de l'opposition, nous avons suspendu nos manifestations, c'est un apport. Nous nous impliquons personnellement en tant que leader dans cette prévention. Nous distribuons des kits, nous commettons nos différentes structures à la base à dispenser un discours qui permettent aussi de sensibiliser les populations autour de cette maladie et de les aider à prévenir la maladie. Mais c'est ça que nous pouvons faire. Ce que nous avons fait, nous avons fustigé le fait, par exemple, que le budget de le ministère de la Santé ne soit pas en conformité avec l'urgence sanitaire qui a été déclarée par le président de la République. Le budget du ministère de la Santé aujourd'hui, un budget que nous avons rejeté, il est trop faible, il est au moins 4 fois plus faible que le budget qui est admis dans les standards internationaux. Donc nous avons estimé, par exemple à ce niveau, que le gouvernement ne fait pas assez. Mais en dehors de ça, l'opposition joue parfaitement son rôle dans ce combat. Et l'appel donc que je vais lancer à la population pour revenir à votre question, c'est d'être sensible aux différentes consignes qui sont diffusées par les agents de santé, par les spécialistes, par les ONG qui sont chargés de faire ce travail, de manière à ce que nous puissions éloigner complètement cette maladie de notre pays, parce que cette maladie a un impact social, humanitaire, mais aussi un impact économique extrêmement sérieux, qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de toute croissance en Guinée, nous n'avons pas de création d'emplois, et notre système sanitaire est en train de s'effondrer, et tout ceci n'est pas de nature à aller dans le sens de la satisfaction des besoins élémentaires des Guinéens. Or, c'est ça qui est notre souci principal aujourd'hui, nous, de l'opposition, et qui devait être celui de ce gouvernement. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau M. Aboubacar Sylla. Il est le président de l'UFC, entendez l'Union des forces du changement, en même temps porte-parole de l'opposition républicaine. Merci de votre fidélité. Mais avant de vous quitter, retenez ceci. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et c'est lorsqu'elles ne sont pas bonnes à dire qu'elles méritent d'être dites. Je vous donne rendez-vous mardi à 21 h. Merci.